Aujourd'hui, Monsieur Kaléidoscope vous emmène à Marseille, ville célèbre de 100 façons, mais aussi pour sa cité radieuse. On n'habite pas à la cité radieuse comme n'importe où ailleurs. Ici, on est chez Monsieur Le Corbusier. Jacques ne peint qu'en musique. Dans les couloirs de la cité, il exécute pour nous une œuvre de l'instant. Né des eaux tièdes de la Méditerranée, Marseille a plus de 3000 ans. Port déjà prospère sous les Romains, la ville assoit définitivement sa réputation de centre d'affaires avec la mise en service du canal de Suez au XIXe siècle. Avec plus de 800 000 habitants, Marseille est la deuxième ville de France. C'est dans ce décor épicé et chaleureux qu'une expérience d'immeuble collectif eut lieu il y a à peine plus de 50 ans. Alors c'était un rêve que l'on caressait depuis au moins une année grâce à un journal d'enfants qui nous expliquait qu'à Marseille il allait y avoir une construction avec des appartements et la possibilité d'avoir une vie collective très intéressante. Ma mère a visité l'immeuble et a dit à mon père, d'accord Marseille, mais c'est ça ou rien. Elle a eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre. En une heure, ça a été véritablement une heure enthousiasmante. Nous en avons visité un et ça a été terminé. Il n'était plus question d'aller ailleurs. L'ambition était grande. On sortait de la guerre, on l'appela la cité radieuse. Une conception du logement qui allait secouer son temps. Personnellement, j'aimais bien ce corps de béton, ce grand bateau fou qui partait dans le ciel, ça me correspondait. Dès 1945, l'Europe entière est à reconstruire. Le ministre de la Reconstruction demande à l'architecte suisse Le Corbusier de mettre en pratique ses théories contre la densification des villes par la création de cités-jardins verticales. Étant donné le caractère expérimental de la construction, les travaux commencent sans permis en 1947. Pionnier, Le Corbusier conçoit une structure en béton de 132 mètres de long et 56 mètres de haut, à l'intérieur de laquelle, telles des bouteilles dans un casier, on imbrique les appartements. Chaque appartement résulte de l'assemblage de plusieurs modules de base. Les logements ainsi créés s'emboîtent les uns aux autres dans un sens est-ouest propice à la lumière, tandis que les couloirs deviennent rues intérieures dans le sens nord-sud, plus favorable à la pénombre. Jouant entre lumière et pénombre, reliant ciel et terre, le bâtiment exprime une certaine idée de la place de l'homme dans la nature. La cité radieuse est d'abord un projet de vie pour tous. Nous sommes les anciens du Corbusier. 50 ans de maison. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. C'est pour la visite? Oui. Ben voilà, je suis à vous. Marie Keller a grandi au Corbu. Passionnée, elle fait visiter l'appartement familial aux nombreux visiteurs qui se présentent chaque jour. Voilà, la lumière s'atténue. Et on a quelque chose de plus feutré, de plus intime. Voilà. Allez-y, je vous en prie, rentrez. Là, vous êtes dans le module de base. C'est une pièce de 32 mètres carrés. En largeur, ça fait 3,66 m, ça correspond au modulor. Vous savez ce que c'est le modulor? Alors le modulor, c'est voilà, c'est l'unité de mesure de Le Corbusier. C'est un personnage qui fait 1,83 m. Sa main levée, ça fait 2,26 m, juste la hauteur de plafond. Tout l'appartement est régi en fonction de ce personnage. J'ai des bras plus longs que Le Corbusier. Le Corbusier pousse plus loin son idée de modulor et l'adapte à toutes les situations de la vie courante. Il se dégage alors de l'aménagement de chaque appartement une sensation d'ergonomie présente à chaque instant de la vie quotidienne. Alors il faut être très organisé et Charles Perriand a fait une cuisine style laboratoire où on a tout à portée de la main. Vous voyez que chaque élément est à sa place. Je ne vais pas les chercher ni trop loin ni ailleurs, ils sont là. Les rangements s'ouvrent des deux côtés. Et là, vous récupérez le plat qui vous a été servi sans avoir à vous disperser.
Et bien en plus, ça nous sert de siège. Toujours la forme très ergonomique. Et voilà. Et voilà les 2 chambres d'enfants. Alors, c'est une unité séparée dans son milieu pour faire 2 petites chambres. Au milieu, un espace commun pour s'amuser avec son frère ou sa sœur. En l'occurrence, avec mon frère. Et puis quand on s'entendait plus ou quand on voulait un petit peu d'intimité, on refermait. Et là, on avait un tableau noir, comme à l'école, sur lequel on dessinait ou on travaillait en fonction de... Voilà. Là, vous pouvez apercevoir des petites photos du toit terrasse. Alors sur le toit terrasse, je vous ai parlé de l'école maternelle, avec côté hiver, côté été. Moi-même, j'ai été donc dans cette promotion de maternelle. C'était un HLM, le Corbusier, au départ. Donc les gens du peuple, les gens qu'on dit aujourd'hui d'en bas, ont été surpris par ces couloirs un peu sombres, ce béton, cette atmosphère. Le Corbusier propose pour chaque appartement un ensemble d'éléments très novateurs. Cuisine à l'américaine, eau courante, électricité, mezzanine et, chose incroyable à l'époque, des prises de télévision. Le budget de la construction est largement dépassé. Inauguré en 1952, le bâtiment déroute et heurte les mentalités qui ne sont pas encore prêtes. L'État a vendu tous les appartements à des gens qui étaient sinistrés. Ces gens-là étaient des Marseillais qui n'étaient pas forcément férus du Corbusier. Ils ne connaissaient pas le Corbusier, mais par contre, ils aimaient bien leurs habitudes de petits cabanons. Ce grand immeuble, ils ne comprenaient pas beaucoup. Personne n'en veut et on craint que l'immeuble soit la proie des squatteurs. L'État se retrouve avec un paquebot sur les bras. Entre le gouffre financier qu'il représente et la dimension sociale que l'État souhaitait lui donner, le choix est vite fait. L'État cède des appartements aux grandes administrations qui y logent leurs cadres quand elle les nomme à Marseille. C'est devenu très vite l'immeuble des Fadas. Et dans le fond, nous en étions assez fiers. Au début, ça nous avait un petit peu heurté, Fada, le Corbusier Fada. Pour quelqu'un qui n'est pas de Marseille, c'est quand même un peu péjoratif. Mais quand on a des origines provençales, comme avait mon mari, puisqu'il était né à Arles, le Fada, c'est le ravi de la crèche. D'accord, c'est un gars qui n'a pas des capacités mentales très épanouies, si on veut, mais qui est heureux de vivre et de vivre en collectivité, au milieu des autres. Et nous, c'était ce qu'on demandait. Patrick de Rosario est le régisseur de la Cité radieuse depuis 18 ans. Sa mission ? Dorloter la maison. Je vous rappelle que l'immeuble a 50 ans, donc par conséquent c'était des tuyaux en acier à l'époque, et forcément les tuyaux se percent, rouillent et occasionnent de nombreux dégâts des eaux. Donc nous sommes en phase de refaire pratiquement toute la plomberie au Corbusier, puisque nous refaisons des kilomètres de tuyaux, et nous les remplaçons par du PVC à l'heure actuelle. Je dirais que le régisseur est comparable au garde champêtre dans un village. Ici, c'est un gros village par contre, effectivement avec tous les problèmes qui surviennent la journée, puisque bon, on peut avoir des dégâts des eaux, des problèmes électriques, les gens vous appellent pour un peu tout, quoi. Et donc, je suis là pour ça. Le bâtiment représente ce que le Corbusier appelait la cité-jardin verticale au cœur de la verdure, en opposition à la cité-jardin horizontale qui est constituée de pavillonnaires qui grignotent petit à petit le paysage et l'espace. C'est pourquoi même dans un espace qui alors était dépourvu de construction, qui était la campagne, le Corbusier s'est orienté vers un bâtiment en hauteur.
fidèles à cette idée de réunir vie individuelle et vie collective, les ascenseurs de l'unique hall s'apparentent à un transport en commun, desservant les 9 rues identiques de l'immeuble. L'une d'elles échappe à cette conformité. La rue du 3e étage est conçue pour recevoir les commerces de proximité. Je m'appelle Madame Muller. Je suis ici depuis une quinzaine d'années. Et je travaille dans cette pâtisserie où mon mari est pâtissier. Ça n'a pas changé. Les gens sont très très sympas, mais j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Bonjour. On s'est retrouvés beaucoup à l'étage commerçant. Au casino, par exemple, on y restait aussi bien jusqu'à 9h du soir. On se retrouvait tous et on bavardait, on n'achetait plus rien, mais on était là, on était ensemble. Ces commerces, Le Corbusier avait prévu que les gens de l'extérieur viendraient ici s'alimenter. Donc, ils n'avaient pas chinoisé. Dans les années 80, les commerces de cette rue, appelée aussi le Jardin d'hiver, disparaissent faute de clients. Au même étage, Le Corbusier avait initialement prévu un restaurant et une série de chambres destinées aux amis de passage. L'idée n'eut pas beaucoup de succès. Au début des années 60, ces chambres d'amis et ce restaurant furent vendus. Hôtel Le Corbusier, bonjour. L'hôtel au cœur du village était né. I have a large room with air condition and you have the sea view too. So this room is available. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'une nouvelle gérance, l'hôtel fait peau neuve. Nous nous sommes portés acquéreurs de cet hôtel avec la ferme intention de lui redonner l'authenticité qu'il doit avoir par rapport au lieu Le Corbusier, c'est-à-dire redonner à un lieu l'aspect non pas originel, puisque ça n'a jamais été décoré par Le Corbusier, mais surtout redevenir le cœur de la cité radieuse, le cœur de vie, le lieu du village où les gens se rencontrent, où ils viennent discuter passionnément de la vente du gymnase, de la dernière fête sur le toit. Et je crois que peu à peu, le pari se réussit. C'est tout naturellement que Le Corbusier installe au 8e étage de son village vertical une école maternelle pour les enfants de cette machine à habiter. Secondé par sa cousine enseignante, Le Corbusier sort à nouveau des sentiers battus. Grands espaces à vivre et à jouer, couleurs et fontaines, salles d'eau, couloirs en pente douce, tout est prévu pour les petits et c'est sur le toit et dans la pataugeoire que la récréation se déroule. Depuis 1956, un gymnase abrite les sportifs de l'immeuble et des environs et une piste circulaire accueille joggeurs et promeneurs. Un atelier de peinture surplombe la pataugeoire et l'ensemble de ce toit-terrasse, si cher à Le Corbusier. À l'origine, la cité devait être le premier élément d'un ensemble préfigurant les villes modernes. Le budget englouti effaça toutes ses espérances. Pièce unique, rejetée pendant longtemps, aujourd'hui très convoitée, le bâtiment suscite un intérêt qui n'est pas sans déplaire à sa communauté d'habitants. Nous sommes au Corbusier depuis 1 an. Je suis au Corbu depuis 11 ans. Depuis plus de 30 ans. J'habite au 502 depuis 1953. Je suis au Corbu depuis 3 semaines. Nous sommes au Corbu depuis 3 heures. Un jour, quelqu'un, je ne sais même pas qui, a mis dans le hall « Réunion ce soir sur le toit ». Alors on a décidé de faire une association. L'association le 14 janvier 53. C'est celle qui fonctionne toujours. Il y avait un noyau de gens, de fanatiques, tout de suite, qui s'est créé. Et ces gens-là, qui étaient souvent proches les uns des autres, politiquement parlant, si vous voulez dire, ils ont créé tout de suite un noyau et ils ont pris un peu la mainmise sur Le Corbusier. C'était leur maison, ils faisaient des réunions. L'association rassemble les habitants qui le désirent, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Notre rôle est aussi de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur par le biais de fêtes ouvertes au public, ce qui marche très très bien et qui intéresse autant les gens de l'intérieur que de l'extérieur, ce qui permet de se connaître et qui est très intéressant. Le hall, véritable place publique, peut, à l'occasion, servir de galerie d'exposition. Et chaque membre de l'association peut proposer une activité, dès lors qu'il en assume la charge.
Au revoir. Alors c'est vrai que le mode de vie dans l'unité d'habitation de Marseille et donc la cité radieuse peut être vécu en fait très différemment. Soit effectivement il y a une participation à la vie collective par le biais de des activités de l'association des habitants, soit au contraire on peut être totalement isolé, comme dans n'importe quel immeuble, on peut vivre au milieu de 1000 autres habitants en fréquentant personne. En 2001, Katia Bernon a ouvert une librairie d'art dans la cité. Elle y prend goût au point de s'y installer complètement peu de temps après. Alors l'idée d'habiter au Corbusier, mon mari en particulier l'a toujours eu, puisqu'il est marseillais depuis de nombreuses années, architecte et historien et enseignant à l'école d'architecture. Donc à Marseille, habiter le Corbusier, pour lui, c'était presque indispensable. Et par un concours de circonstances, et je crois aussi le soutien de quelques personnes ici au Corbusier, on a eu l'opportunité et la chance d'aménager le 1er décembre 2002 dans cet appartement. C'est le résultat de certains plaisirs, certains choix. J'habite et je travaille dans l'immeuble, je fais même ma gym au 9e également, mais j'en sors, je vous rassure. La famille Broquière, originaire de Marseille, est venue s'installer dans la cité à la fin des années 60. Cet appartement, on l'a entièrement refait quand on l'a acheté, mais on l'a refait en l'état, si on peut dire, en le modernisant, en le rajeunissant, mais les volumes sont tellement bien pensés. Alors, en haut, en prenant l'escalier, qui là aussi est totalement d'origine, on se trouve en face d'un module qui est un peu atypique. D'abord parce que cet appartement est atypique, bien que le Corbusier l'ait créé d'origine comme ça. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que les autres, il fait 200 mètres carrés. Mais nous, à l'intérieur de cet étage-là, nous avons fait tomber beaucoup de cloisons pour essayer de récupérer au maximum la lumière, de manière à ce que l'appartement soit inondé de soleil par l'ouest, c'est-à-dire au soleil couchant et qui à Marseille est très lumineux. Donc comme nous n'avions que 2 enfants, nos 4 chambres, nous en avons fait 2 qui sont très lumineuses et très agréables. Ce sont de véritables studios avec leur douche et leur WC, donc une indépendance assez grande par rapport aux parents. Indépendance à laquelle Manuel a pris goût au point de vouloir quitter le cocon du Corbu. Non mais je comprends que tu as envie d'aller ailleurs. Plus de 25 ans de vie ici, c'est normal que tu aies envie d'aller voir ailleurs, mais peut-être qu'une fois qu'on sera plus là, aussi bien tu reviendras. On ne sait jamais.